Je vais être clair dès le départ. Comme pour toute opinion concernant un sujet quelconque, il s'agit de concevoir que d'autres n'ont pas la même que vous. Alors bullshit ou pas, l'astrologie est une discipline qui permet à énormément de personnes de réfléchir le monde, les autres et eux-mêmes, tout en redonnant du sens à leur vécu. Cela fait plus de 6 ans que je l'observe tous les jours en consultation. Tout comme les religions, auxquelles l'astrologie est souvent comparée, au point où certaines personnes avec un masque social très sérieux posent la question « l'astrologie est-elle une religion ?», l'astrologie divise, clive, interroge, bouscule. Vous pouvez être nihiliste, ou mieux, camusien. Camus, grand philosophe du XXe, pour qui effectivement la conséquence de la rencontre avec l'absurdité de l'existence mène à renoncer à toute métaphysique, ce qui doit, selon lui, nécessairement mener à la révolte, à l'engagement politique. Ce sont des réflexions, des manières de penser tout à fait honorables. Chacun se débrouille comme il peut, pour ne pas dire veut, avec ce manque de sens existentiel, cette absurdité. Ce n'est pas nouveau finalement cette opposition entre ce que j'appellerais ici, pour plus de clarté, mystique d'un côté et rationaliste de l'autre. Tout au long de l'histoire de la philosophie, différents penseurs se sont évertués à détricoter les croyances, jusqu'à finalement que la raison l'emporte sur la mystique au XIXe siècle. Le célèbre « Dieu est mort » de Gérard de Nerval, puis celui de Nietzsche dans le Gai Savoir en témoignant. L'homme de science a remplacé l'homme de foi. Et aujourd'hui, c'est flagrant, le CNRS est devenu plus influent que le Vatican, au point où l'on a vu Notre-Dame brûler vive il y a quelques années. Sacré symbole. Pourtant, dans la vie d'un être humain, rien n'est jamais ou tout noir ou tout blanc. On ne peut être indéfiniment uniquement raisonnable, tout comme on ne peut être indéfiniment uniquement mystique. La mystique appelle la raison et la raison appelle la mystique. Ce retour massif de la spiritualité moderne en témoigne évidemment. L'anxiété qui découle du fait que Dieu soit mort, comme le disait Nietzsche, ne peut que mener à une nouvelle recherche spirituelle. Tous ne peuvent pas s'accommoder de l'absurdité de l'existence et contempler ce vide existentiel dans les yeux jusqu'à la fin de leur jour. Il y en a qui deviennent fous ce faisant. Quoi de plus humain alors que de se fabriquer un sens, que de se constituer un récit qui nous permette de tenir debout, accablés que nous sommes par cette absurdité. Je reçois de plus en plus de personnes au cabinet qui font partie intégrante des domaines de la société que l'on peut ranger dans la catégorie toute respectable du rationnel. De plus en plus de médecins, par exemple, quelques avocats et même dernièrement des scientifiques. Oui, des biologistes pour la plupart. Ces personnes sont nombreuses à exprimer, avec des mots différents, que malgré leur carrière souvent brillante et la reconnaissance sociale qu'elles ont obtenue dans la plupart des cas, eh bien il leur manque quelque chose. Et ce quelque chose, puisqu'elles viennent interroger son existence auprès de moi, c'est bien parce qu'elles ont senti qu'il s'agissait de la chose mystique précisément. Alors oui, ma casquette de psychologue les rassure, et certainement que c'est grâce à elle qu'ils osent sauter le pas et me demander une consultation. Mais ce qu'ils viennent mettre en travail chaque fois, c'est bien la question spirituelle. Le fait est que tout le monde ne s'ouvre pas à cette mystique au même moment de sa vie, et certains ne s'y ouvriront d'ailleurs jamais, tout respectables qu'ils sont. Cela représente des défis pour nos intuitions, pour ces vécus mystiques si particuliers que nous vivons souvent de façon très isolée, avec cette particularité d'être des événements ineffables, desquels on ne peut pas parler tant ils se sentent et ne peuvent pas vraiment se dire. Est-ce que parce que ces vécus de foi sont non palpables et intangibles, non mesurables, que cela fait d'eux des vécus inexistants ? Pour ceux qui les expérimentent, je connais très bien votre réponse. Il s'agit donc de lâcher l'émotion de frustration ou de colère qui monte chaque fois que nous sommes confrontés à quelqu'un qui ne nous croit pas, qui nous méprise, voire pire, qui nous humilie. J'avais entendu quelque part une phrase qui me colle à la peau depuis. C'est celui qui est le plus évolué spirituellement, qui est responsable de la relation. Celui ou celle qui ne s'est pas ouvert au vécu de foi se sentira toujours en position de supériorité par rapport à celui qui vit, qui éprouve l'intuition mystique.
À nous alors de ne pas tomber dans les mêmes complexes de supériorité et de simplement continuer à éprouver ces vécus silencieusement. Il ne sert pas à grand-chose en réalité de chercher à les partager. Ils sont, et c'est bien suffisant. Alors oui, on peut arguer que ces spiritualités modernes font beaucoup de raccourcis, beaucoup de vulgarisation plus ou moins réussie, notamment concernant les différents courants spirituels orientaux. Mais j'ai envie de dire, et alors, en quoi est-ce réellement un problème ? Bon, voilà quand même plusieurs pistes de réponse et de réflexion. Première piste de réponse, les dérives sectaires. Sont souvent pointées du doigt les fameuses dérives sectaires, ce que j'entends parfaitement, et je conçois qu'il faille impérativement lutter contre les dangers que cela implique. À titre d'exemple, lors du 2e confinement, je me suis retrouvée enfermée dans une colocation avec ce que les médias appellent une complotiste pro-Trump. J'ai bien perçu au quotidien le point auquel elle a perdu toute forme de recul critique, comment elle s'est faite embarquer dans un délire collectif alimenté principalement par les réseaux sociaux. Je l'ai vue s'enfoncer, se renfermer sur elle-même, jusqu'à perdre raison et se retirer totalement du monde extérieur. Je vous assure, j'ai bien conscience des problèmes que ce type de croyance peut poser. Mais lorsqu'il s'agit de croyances personnelles, intimes, qui n'ont que cela comme caractéristique, être personnel et intime. Je veux dire par là que chacun devrait être libre de croire en ce qu'il veut, y compris si cela est un récit personnel, imaginé de toutes pièces, à partir du moment où il ne cherche pas à l'imposer comme seule lecture de la réalité à quelqu'un d'autre, il ne fait pas preuve de discrimination à l'égard des personnes qui ne partagent pas sa vision, cela n'impacte pas la liberté ni l'intégrité d'autrui, et cela ne l'isole pas du monde, ni ne l'empêche d'interagir avec celui-ci. L'une des questions que je me pose en lisant toutes les critiques sur l'astrologie, en écoutant certains podcasts moralisateurs, moqueurs, méprisants et souvent très agressifs et acerbes, c'est pourquoi le fait que certaines personnes croient en l'astrologie crée des émotions aussi vives chez ces personnes qui les critiquent. Pourquoi est-ce que cela les dérange autant ? En partant du principe qu'une émotion n'est jamais que le reflet d'un état intérieur, c'est-à-dire un signal qui vient pointer du doigt vers une dissonance rationnelle, une croyance de fond qui se prend pour un fait réel, eh bien, l'émotion ne parle que de vous et de vos croyances. Alors, qu'est-ce que cela raconte de ces personnes qui critiquent, finalement ? De quoi ont-elles peur, dans le fond ? De perdre le contrôle ? De se tromper ? De passer à côté de la vérité ? Ou bien tout simplement, est-ce un complexe de supériorité qui s'exprime avec un besoin de rabaisser, de renier, en se vengeant sur des personnes que l'on juge moins intelligentes que soi, car soumises à des croyances que l'on juge sans fondement ? Mais qui dit complexe de supériorité, dit souffrance intérieure potentiellement refoulée, à moins que l'on ne soit dans la pure perversion, ce qui est malheureusement de plus en plus fréquent aujourd'hui. Deuxième piste de réponse, le pseudo-déterminisme. Les gens attendent qu'une prédiction se réalise. Alors ça, oui, il est vrai que j'ai à plusieurs reprises été témoin de cette problématique. Mais je dirais que cela tient de la manière dont est pratiquée l'astrologie. Il est certain que si on la pratique comme une science, justement, en lui donnant ce crédit-là, alors on s'en remet, encore une fois, à un maître, l'astrologue. Et si ce maître, l'astrologue, nous raconte qu'en juin 2012, on va rencontrer l'âme sœur, et qu'en juillet 2012, on est toujours tout seul à manger des glaces dans son canapé devant la télé, il y a des chances qu'on déprime un peu. J'ai eu écho de cas un peu plus graves où des personnes sont incapables d'agir, d'opérer un changement, parce que quelqu'un leur a prédit quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Et elles attendent que cette chose arrive pour provoquer le changement dont elles ont pourtant tant besoin. D'où le caractère autoréalisateur que la prophétie astrologique peut contenir, j'en conviens. C'est en partie pour cela que je me refuse à faire des prédictions. Déjà, cela ne m'amuse pas, et en plus, je n'y vois franchement aucun intérêt. Ce qui m'intéresse, je l'ai toujours dit, c'est de vivre dans le présent. Et l'astrologie, son langage, son symbolisme, est un excellent outil, au même titre que d'autres outils comme l'hypnose ou la PNL par exemple, pour ne citer que, dans l'accompagnement psychologique. Comme toujours, tout est affaire là aussi d'éducation. Comment utiliser cet outil sans tomber dans des travers ?
car l'outil ne sait rien mieux que vous, je vous assure. Là, je vous renvoie à un autre de mes podcasts, celui qui fait le plaidoyer de la rigueur. Troisième piste de réponse, le caractère non scientifique, car l'astronomie et l'astrologie sont en décalage. Alors oui, en effet, on va souvent arguer que l'astronomie d'aujourd'hui et l'astrologie n'ont plus rien à voir, que les cartes astrologiques, les thèmes, se basent sur une astronomie vieille de plusieurs siècles. Et c'est en partie vrai. Mais là encore, même question, qu'est-ce que ça peut faire ? Dans ma pratique, à aucun moment, je ne dis qu'astrologie et astronomie sont liées. Aucun. À aucun moment, je ne dis que l'astrologie est une science. Je l'ai répété sur cette chaîne inlassablement, l'astrologie se rapproche pour moi d'un outil projectif. Peu importe finalement que votre heure de naissance soit correcte ou non, ce qui compte, c'est ce que vous vous racontez. C'est le récit. Et tant mieux si l'heure de naissance est correcte. Et tant mieux si vos ressentis, vos intuitions sont en accord avec ce que l'on perçoit sur le thème de naissance. Mais la vérité est ailleurs. L'astrologie n'est pas une science, c'est beaucoup plus complexe que ça. Au mieux, c'est un art. Moi-même, je crois à la fois que l'astrologie c'est du bullshit, avec mon esprit rationnel et cartésien. Par moments, en effet, je remets tout cela en question, en m'expliquant rationnellement pourquoi cela ne peut pas être vrai, scientifiquement parlant notamment, en me répétant tous les biais cognitifs qui sont certainement à l'œuvre. Et en même temps, l'astrologie m'a sauvé la vie il y a quelques années, alors que je traversais moi-même un épisode dit dépressif et de perte de sens paroxystique. Aujourd'hui, je n'en ai vraiment rien à faire de savoir si c'est rationnel, démontrable, scientifique. Ce n'est pas une question pour moi, car cela n'enlèvera en rien mes vécus de foi. L'étude de ces symboles m'a permis de toucher du doigt des espaces que je n'avais même pas pu imaginer autrefois, lorsque j'étais encore étudiante en neurosciences. Je me suis passionnée pour cette étude plusieurs années durant, y passant des nuits entières, ce qui m'a permis de me détourner de mes passions tristes, de mes sentiments de désespoir, et de progressivement me raconter un récit personnel qui a du sens pour moi, rien que pour moi, et qui me permet de supporter les parts absurdes de l'existence. Et aujourd'hui, oui, ma vie a du sens, je me sens à ma place. J'ai une vie de famille, une vie sociale, une vie associative engagée, une vie professionnelle qui ont du sens. J'expérimente toujours des états de désespoir, mais ils sont beaucoup plus rares. Et lorsqu'ils se présentent, mon récit astrologique, entre autres choses, me permet de vite remonter la pente. Pour autant, l'astrologie ne me passionne plus dans ma vie de tous les jours. Je ne passe plus mon temps à l'étudier, la questionner, je n'en ai plus besoin. Je ne vis aucunement un enfermement sectaire. Le récit que j'ai pu me créer grâce à elle pendant quelques années m'a permis de me relever, et cela me suffit amplement. Je n'ai pas besoin de parler d'astrologie H24. Et d'ailleurs, sortie du cabinet, je n'en parle en vérité que très peu, tant ça ne m'intéresse pas dans la vie de tous les jours. Sans l'astrologie, peut-être que j'aurais trouvé un autre symbole, une autre manière de mettre en forme mes représentations, ma psychologie. Mais en l'occurrence, c'est le symbolisme astrologique qui y est parvenu. Comme pour d'autres, c'est effectivement le récit d'une religion. Pour d'autres, ça va être la rigueur scientifique. Pour d'autres encore, le pouvoir des mathématiques et que sais-je encore. Alors aujourd'hui, oui, je continue d'aider les personnes qui ont cette sensibilité-là à analyser, à projeter leur psychisme sur ce symbolisme pour se relever, pour retrouver du sens et aller de l'avant. Alors, qu'est-ce que ça peut faire que ce ne soit pas scientifiquement prouvé ? Là encore, même question, pourquoi cela crée autant d'émotions vives chez certaines personnes qui se disent rationnelles ? Le courant de la zététique en est un parfait exemple. C'est un courant qui se vend comme étant l'étude rationnelle des phénomènes présentés comme paranormaux, des pseudosciences et des thérapies étranges. Donc clairement, c'est la guerre à des disciplines comme l'astrologie. L'intérêt de l'esprit critique, bien évidemment, cela n'est aucunement discutable. Je suis la première à le défendre, notamment grâce à la philosophie qui pour moi est un pilier central de l'existence. Mais l'intérêt de créer une pratique qui vise spécifiquement à éclater par la raison tout un champ métaphysique, là je ne comprends plus. Si ce n'est encore une fois pour répondre à des parts émotionnelles non résolues, non adressées, à des complexes égotiques et de supériorité mal placés.
Tout cela démontre alors que l'esprit critique est dans ce cas bien mal utilisé. Mais bon, toute cette discussion est sans doute un peu vaine. Nous sommes à une époque où, de toute façon, l'opposition se veut brute, conflictuelle, bélier quoi, et en aucun cas conciliante ni harmonieuse, balance. Il serait pourtant tout à fait enviable que des personnes puissent vivre paisiblement leur vécu de foi, échanger à ce sujet si cela leur fait du bien, sans pour autant se faire lyncher par une partie de la population certaine de détenir la vérité avec un grand V, car pour eux, celle-ci est essentiellement scientifique. J'espère sincèrement que nos enfants auront la chance de voir autre chose émerger. Et c'est pourquoi j'insiste, il est primordial que nous apprenions à faire face, chacun d'entre nous, à nos émotions. Je le répète, une émotion ne parle que et exclusivement que de soi-même, de nos vécus personnels, de nos croyances de fond. Prendre conscience de cela, c'est le premier pas vers l'harmonie. Et c'est en partie pour cette raison que je continuerai d'exercer ce beau métier. Alors, quelle émotion ce podcast a-t-il créé chez vous ? Cela pourrait être très intéressant d'en suivre la piste. Vous me raconterez en commentaire. En attendant, je vous embrasse. Salut!